Très bien, on va poursuivre cette riche matinée avec notre grand expert Cyril Azif-Thomas, Fabienne Louis, directrice de l'AFTC 35 Résidence de la Lande, Marie Billard qui nous a déjà rejoint, infirmière à l'IME de Paron, et Jean-Claude Legendre. Bienvenue, monsieur, président du CVS, de l'association Anne Boivon. Céline Lemaître, directrice de la Polyclinique Saint-Laurent, et Florence Morvan. Bienvenue à toutes les deux. Est-ce qu'il y a assez de place? Alors, nous allons donc lancer. Est-ce que tout le monde a une chaise? Venez vous installer. Je vais rester là. Alors, comme nous avons quelques minutes de décalage, on va commencer sans tarder. Donc, cette deuxième table ronde sur finalement comment on fait en pratique. Comment vous faites, comment vous avez commencé à faire, parce que certains d'entre vous l'ont souligné, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous n'avez pas entendu les référentiels pour certains pour déjà vous plonger dans les méthodes et d'essayer de construire cette éthique de proximité, voire interétablissement. Donc c'est très intéressant dans la co-construction. Je me rappelle encore des échanges avec le COPIL, de se dire tiens, qui on pourrait faire témoigner. Il y a plein d'exemples. Donc ça, c'est une première chose à dire. Donc ce sont quelques exemples qui ont été choisis, mais vous pourrez témoigner ensuite dans le débat de ce que vous faites aussi à votre niveau. Alors, vous avez au centre de la table ronde Cyril Azif-Thomas, qui est le directeur de cet espace ressources régionales. Il y en a un dans chaque région, comme on vous l'a rappelé tout à l'heure, les REB. Et donc, peut-être deux questions très simples pour commencer cette table ronde. Cyril, qu'est-ce que les REB concrètement? Alors, les REB, pour dire Espace Réflexion Éthique Bretagne, c'est d'abord et avant tout un outil, un formidable outil de diffusion de la culture éthique, qu'on pourrait comme ça partager en outil institutionnel parce que c'est adossé à un CHU. Je vous dis ça parce qu'on a un futur espace de réflexion éthique qui va arriver bientôt à Cayenne, en Guyane, et on attend la mise en place du CHU à Cayenne. C'est aussi un outil interinstitutionnel parce que ça aide beaucoup à faire les liens entre institutions et notamment entre le médico-social, entre différentes structures. Donc là, vous avez les principales missions de l'espace de réflexion éthique de Bretagne qui vous sont listées. Et puis, c'est un très bel outil, évidemment, de démocratie en santé. Je crois que si je ne le disais pas, Karine me reprendrait à un moment ou à un autre. Donc, on anime beaucoup de débats éthiques en territoire, ici particulièrement en Bretagne. C'est un outil qui a été voulu par nos gouvernants, et qui vous explique que depuis 1983, le Comité consultatif national d'éthique, eh bien, on est un des pays assez remarqués dans le sens où il y a un dialogue entre les instances régionales que sont les espaces de réflexion éthique régionaux et le comité, l'instance nationale. Donc on est en quelque sorte des correspondants régionaux de notre instance nationale à laquelle appartient Karine. Alors, un des exemples très concrets qu'on peut citer dans les derniers mois, ce sont les débats sur la fin de vie. Il y en a eu plusieurs en région, et dans le cadre de ces débats, il y avait la question du handicap qui, à certains moments, a été évoquée, puisque ça concerne tout citoyen. Et finalement, est-ce que tu peux donner quelques exemples concrets des actions et des liens étroits entre les REB et des établissements et services sur le territoire? Alors dans les exemples concrets, on pourrait les décliner, je crois, il y en a dans les... Voilà, très rapidement, la cartographie, vous voyez, des comités éthiques, donc on fait discuter les comités éthiques ensemble, on les réunit, on travaille avec eux. Dans les actions concrètes, vous voyez, c'est surtout des actions, je dirais, qu'on tricote avec chaque instance ou chaque établissement justement de santé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le réseau de réflexion éthique Bretagne. On peut faire des journées régionales de formation à l'éthique qui ont lieu tous les ans. On peut organiser des rétex avec des EHPAD. On peut effectivement s'occuper s'inscrire dans tout ce qui a été fait autour de la maltraitance, dans le cadre des états généraux de la maltraitance. Voilà quelques exemples de ce qui peut être fait. Et puis on a des groupes de réflexion qui permettent aux établissements de santé de fouiller une dimension
éthicos, c'est la dimension de l'éthique à domicile, côté personnes âgées. Mais ça peut être aussi voilà, des partenariats avec certains hôpitaux pour mettre en avant, pousser en avant des nouvelles pistes de réflexion éthique, comme la question de la priorisation et de l'éthique du soin, qui aujourd'hui a pris beaucoup d'importance depuis la crise Covid. Alors peut-être la dernière question, c'est est-ce que par rapport à cette expérience depuis plusieurs années à la direction de l'EREB, voir un petit peu comment cette animation se fait sur les territoires, est-ce que les acteurs du handicap sont suffisamment présents à tes yeux? Est-ce qu'ils vous ont sollicité à différents moments? Est-ce qu'au contraire, vous avez été les chercher? Et est-ce qu'il y a des marges de progression? Est-ce qu'il y a aussi un appel déjà aujourd'hui à faire connaître l'espace? Un peu des deux, et puis c'est une très belle transition pour parler des cellules éthiques de soutien. Alors un peu des deux parce que j'ai la chance de travailler avec le président du conseil d'orientation, M. Hubert Stéphan, qui ramène très souvent la dimension du handicap dans nos débats au sein de notre instance, mais aussi dans les relations qu'on peut avoir avec les différents établissements sociaux et médico-sociaux. Et puis parce qu'on a été cette main tendue au plan institutionnel, hein, j'aime bien cette photo, qui fait que beaucoup de foyers, de vie, beaucoup d'instituts médico-éducatifs nous ont saisi, ont saisi la cellule éthique de soutien qui voilà, a été poussée par l'instance nationale. Au départ, beaucoup avec l'idée de réfléchir à la priorisation des soins, mais finalement, on s'est vite rendu compte qu'il s'agissait d'accompagner les demandes qui étaient formulées en proposant un espace d'écoute, permettre un éclairage éthique collégial, et puis parfois, comme tu l'as dit, orienter les demandes vers les espaces éthiques de proximité. Donc vous voyez, c'est assez facile à saisir. Vous vous rendez sur le site de l'espace de réflexion éthique de Bretagne et puis vous remplissez en ligne, vous renseignez un questionnaire. Et très rapidement, là, je vous montre, vous voyez, les quelques saisines de l'année 2022. Donc foyer d'hébergement, EHPAD, association dialyse néphrologie, dispositif d'appui à la coordination territoire. Et puis 2023, vous avez aussi un certain nombre de thématiques qui émergent, depuis la dictologie jusqu'à effectivement la réadaptation ou même service de soins de suite et réadaptation. Et puis l'année 2024, on est beaucoup saisi. Là aussi, rééducation fonctionnelle, foyer de vie, EHPAD, hospitalisation à domicile. Voilà, donc beaucoup d'interactions avec beaucoup d'établissements médico-sociaux. C'est vrai que moi, comme je travaille beaucoup en EHPAD, en fait, j'ai une équipe mobile, puisque je suis responsable de l'intersecteur psychiatrie de la personne âgée, donc on se rend très souvent à domicile. Ça peut être Ouessant, et on va voir les personnes âgées à domicile ou à la MAPA. Donc la vie institutionnelle des établissements médico-sociaux, c'est quelque chose que je connais bien, et j'ai vu effectivement ce que vous avez dit ce matin, la montée en puissance des thématiques éthiques, c'est tout à fait juste. Alors peut-être pour terminer là-dessus, on voit bien que quand tu parles de la cellule de soutien éthique, hein, il y a un flyer qui est là oui. à disposition. On est concrètement sur une déclinaison de ce qu'on a pu réfléchir quand on a été saisi. Alors c'est intéressant aussi peut-être pour vous de comprendre la façon dont ça fonctionne. Le Comité national d'éthique est saisi par le cabinet, hein, là en l'occurrence du ministère de la Santé, tout début de la crise Covid. Donc on rend un avis début février 2013 sur les enjeux éthiques liés à la pandémie. Dans cet avis, il y a des recommandations, dont celle de promouvoir et de pousser la réflexion éthique de proximité. Et donc en Bretagne, je le dis souvent non pas parce que j'habite en Bretagne et que je suis une fervente non née, mais en tout cas adoptive de la Bretagne, il y a une longueur d'avance aussi en Bretagne. Alors c'est pas la seule région qui travaille la réflexion éthique, mais quand même en Bretagne, pendant la crise Covid, il y a eu 4 cellules de soutien, une dans chaque département. En fait, moi je pense que avec des saisines, mais le challenge c'est de se faire connaître de tout le monde en fait. Hein, parce que c'est resté encore trop limité, mais c'est normal, ce sont les débuts. Alors c'est de plus en plus connu parce qu'on est de plus en plus saisi, et il faut savoir que donc on récupère un questionnement, on en parle de façon collégiale, on donne une réponse assez détaillée quand même, mais dans un délai assez rapide malgré tout, et parfois elle se prolonge par une rencontre des équipes, soit en visio, soit en présentiel, à travers ce qu'on appelle l'instance d'écoute et de dialogue éthique. C'est pour les situations les plus complexes, pour lesquelles il y a besoin vraiment là d'échanger avec les soignants, avec les acteurs concernés par la problématique éthique.
Mais ça permet vraiment, vous voyez, de partager entre guillemets les territoires. Parce que espace éthique, c'est quand même un territoire, c'est celui de la Bretagne. Mais voilà, l'éthique, c'est pas qu'au CHU de Brest, c'est aussi à Rennes, c'est aussi à Vannes, c'est aussi à Saint-Malo, c'est aussi à Saint-Brieuc. Et on délocalise d'ailleurs assez régulièrement nos réunions de concertation avec le président du conseil d'orientation et tous les membres de l'espace éthique. Merci de ce témoignage. Donc, je vais te laisser animer la table ronde avec 10 minutes pour chaque... c'est très, très timé. Pour chaque expérience, pour là encore laisser le temps à la salle. Merci beaucoup. Alors, juste, j'imagine... Oui, un petit livre, si ça vous intéresse, qui reprend tous les biais éthiques qui ont été postés sur le site. Donc, c'est aussi pour vous inciter à récupérer un peu de lecture si vous avez envie d'approfondir certaines questions ou d'occuper vos soirées d'hiver, le temps étant très riche à la cogitation éthique. Et alors, pour lancer cette table ronde, je vais vous laisser sur une question qui n'est pas de moi, hein, mais qui reprend la thématique de la temporalité, qui était du philosophe Jankélévitch, Vladimir Jankélévitch, qui disait « Comment se fait-il que des années si courtes soient fabriquées avec des journées si longues ?» C'est une question qui donne à penser et qui, je pense, va nous aider peut-être à travailler à partir de cette question. Là, pourquoi avez-vous mis en place, donc ça c'est pour vous aussi finalement, pourquoi avez-vous mis en place ces rencontres éthiques au sein de vos établissements? Et donc trois intervenantes vont se succéder. Fabienne Louis, qui est directrice de l'AFTC 35 Résidence de la Lande. Donc vous allez nous expliquer l'AFTC, hein, parce que moi je suis novice. Marie Billan, qui est infirmière à l'IME de Paron, et Jean-Claude Legendre, président du CVS, et qui sont tous deux membres de la commission éthique de l'association Anne Boivent. Donc, c'est déjà... Vous préciserez. Régiland, donc, et Céline Lemaitre, qui est directrice de la Polyclinique Saint-Laurent, et Florence Morvan, directrice de l'engagement des usagers et de la qualité des soins HSTV. Donc, des institutions qu'on connaît, hein, qui ont pignon sur rue, si on peut dire, mais qui aussi sont très souvent animées d'un grand professionnalisme. Donc, vous voyez, qui veut commencer et peut-être dans l'ordre Madame Louis, vous voulez nous dire un petit peu comment vous êtes partie de votre expérience professionnelle et comment vous avez eu envie de développer la dimension éthique? Allô? Bien, donc, alors peut-être juste un petit mot. Donc, la FTC 35, Association des familles de traumatisés crâniens d'Ille-et-Vilaine, donc est une association qui ne gère qu'un seul établissement, un foyer d'accueil médicalisé, donc qui accueille que des personnes cérébrolésées adultes. Donc, ce sont des personnes en fait qui ont une vie normale entre guillemets et qui, à un moment donné, en fait, leur vie a complètement basculé, a été différente, a eu un autre tournant du fait d'un accident de la route, un accident de la vie. Donc, notre espace de réflexion éthique donc, a pris... alors, on a mis quelques années avant de le mettre en place. Donc, au départ, en fait, on avait un médecin donc, qui travaillait à temps partiel à la résidence, donc qui se sentait seul en fait, dans ses prises de décision. Et donc, il me sollicitait assez régulièrement. Ce serait bien qu'on participe à un espace de réflexion éthique, qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. J'avais aussi une coordinatrice de soins responsable d'animation qualité qui est aussi, je pense qu'on peut dire, presque passionnée par le droit des personnes. Et donc, qui a souhaité suivre une formation, donc, qui a fait une cursus formation Master 2, droit public, droit santé éthique. Et donc, au fur et à mesure, en fait, de mes sollicitations, donc, on s'est dit, bon, eh bien, on va entamer cette réflexion, mais étant donné qu'on réfléchissait déjà pas mal en interne, on a souhaité, en fait, élargir notre réflexion. Et comme, donc, sur Béton, donc c'est une petite... commune en fait à côté de Rennes, à Béton, presque tous les établissements médico-sociaux en fait sont dans la même zone en fait, ce qu'on appelle Handiland en fait chez nous.
Et donc, on a en fait nos voisins, en fait, c'est l'association Arroc, donc qui gère aussi un ITEP. Et en fait, on s'est dit, ces jeunes à côté qui ont des troubles du comportement, eh bien, peut-être que l'association d'à côté se pose des questions, et le même type de questions éthiques ou d'autres questions, mais qui se rapprochent des nôtres. Et donc, du coup, j'ai rencontré Vincent Mousset, donc directeur d'Arroc. Et c'est comme ça que, ensemble, on s'est dit, bon, OK, on y va. Lui-même, en fait, nous a souhaité aussi associer, en fait, l'ADAPI. Et donc, on a voulu le faire d'un point de vue méthodologique, de bien suivre une méthodologie. Et donc, du coup, on a fait appel à une personnalité qui est Karine Lefebvre. Et donc, qui nous a suivis au départ pour vraiment nous mettre autour de la table, les 3 associations, et pour qu'on détermine une méthodologie, en fait, savoir quel est notre projet, comment on veut fonctionner, donc avec un règlement intérieur, de savoir qui on met autour de la table dans cet espace de réflexion éthique, comment on le fait vivre. Donc, dans cet espace de réflexion, donc on a une personne du conseil d'administration de chaque association, les directeurs aussi, des familles qui sont représentées, les professionnels qui sont représentés. Et donc, on a cet espace de réflexion éthique du GACES, donc a été mis en place, en fait, donc on a démarré en 2018 avec Karine Lefebvre, et en 2020, en fait, les premiers espaces de réflexion éthique ont démarré. Donc, avec, en termes de méthodologie, donc chaque professionnel ou chaque personne familiale ou conseil d'administration peut en fait écrire une fiche de saisie qui est remise en fait à un comité restreint. Le comité restreint en fait mouline un petit peu toute la réflexion pour savoir si c'est une question éthique. Et ensuite donc c'est débattu en fait en réunion plénière. Alors au fil du temps, on s'est un petit peu amélioré, c'est-à-dire dans l'espace de réflexion éthique, on n'a pas en fait d'usagers. Mais la question qui est soumise à l'espace de réflexion éthique est au préalable soumise en fait à nos résidents, en l'occurrence à la résidence de la Lande. Et en fait, on a un représentant des résidents qui vient au comité éthique pour faire part de la réflexion sur la question en fait, des résidents. Voilà. Donc ça peut être soit des professionnels qui amènent des questions, mais aussi en fait moi j'ai eu l'occasion en fait d'amener aussi une question éthique dans cet espace. Est-ce que je peux vous poser une question assez simple, mais qui est peut-être pas facile à décliner? Est-ce que cela a changé votre vision des patients cérébro-lésés, la mise en place de cette instance et le déploiement de cette réflexion éthique? Alors, la vision, enfin, c'est la vision par rapport à certaines situations. Moi, je peux vous donner un exemple. Par exemple, voilà, vous êtes directeur, vous êtes dans vos comptes administratifs, votre CPOM et tout ça. Il y a une AMP qui débarque, qui dit « Oh, voilà, on a un truc à vous dire, voilà, une patate chaude qui vous laisse sur la table. Là. Oui, on a une personne qui est en accueil de jour. Elle nous montre des vidéos, en fait, voilà, à domicile, en fait, il se passe des choses à domicile. Le soir, elle rencontre des hommes. Et tout ça. Ouais, bah, une fois que nous a dit ça, en termes de responsabilité, alors, comment je réagis alors que je connais le père qui est tuteur, est-ce qu'elle n'est pas en danger voilà, donc, et bon, c'est le genre de questions en fait, que j'ai posées en fait, à l'espace de réflexion éthique où j'aurais pu dire, moi, je vais appeler son père et je vais lui dire, oh là là, va falloir aller voir ce qui se passe chez... Le 06. Oui, mais non, en fait, elle est majeure, on fait pas ça. Mais oui, mais d'un autre côté, s'il lui arrive quelque chose, je fais quoi? Moi, je suis au courant, en fait, et je fais quoi? Enfin, voilà, donc c'est une espèce... c'est juste une question, par exemple, que qui a été débattue en espace de réflexion éthique, quoi, en fait. Et ça change les façons, en fait, pas forcément sur les personnes cérébro-lésées, mais sur l'accompagnement qu'on peut avoir et le regard en fait qu'on peut avoir sur leur vie relationnelle. Voilà. Ouais. D'accord. Et notre accompagnement. Et votre accompagnement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je pense qu'on peut passer dans le timing à Madame Billan et puis Monsieur Legendre. Oui, je vous en prie. Donc Marie Billard, moi je suis infirmière à l'IME 2EAP de Paron.
depuis 5 ans et référente éthique et bientraitance de l'établissement depuis 2 ans et membre de la commission éthique de l'association Anne Boivin. Donc la commission éthique de l'association Anne Boivin se réunit 3 fois dans l'année. Donc il y a des professionnels, des usagers, des représentants d'usagers. On passe en revue en général au début de notre rencontre les fiches d'événements indésirables qui font notion de maltraitance. Voilà, on refait un peu le point sur tout ça. Et puis ensuite, on essaye de répondre aux saisines qu'on a pu recevoir et qui sont accessibles à tous les professionnels et toutes les personnes dans les établissements. Donc voilà un peu pour la commission éthique de l'association. Moi, plus précisément, au sein de l'IME, donc depuis 2 ans, on a pas mal d'actions qui se sont mises en place. On a commencé, donc nous sommes 2 référentes éthique et bientraitance au sein de l'IME. Quand on a pris cette référence il y a 2 ans, nous étions 2 nouvelles. En tous les cas, ça faisait pas longtemps qu'on était à l'IME. Et la bientraitance ne vivait pas vraiment au sein de l'établissement. Au quotidien, évidemment, mais il n'y avait pas la référence ne faisait pas vivre ça au sein de l'établissement. Donc on a commencé par faire une enquête, un regard croisé des professionnels, de l'administration. Et suite aux résultats de l'enquête, on a pu mettre quelques actions en place. Donc c'est parti comme ça. On s'est rendu compte que la bientraitance, l'éthique, c'était effectivement, comme on a dit tout à l'heure, des choses qui faisaient peur, un peu des gros mots. Et voilà, nos collègues étaient un peu sur la défensive et un peu fuyants à chaque fois qu'on abordait ces sujets. Donc on a décidé de mettre une première action en place un peu ludique et qu'on voudrait pérenniser. C'est un mois de la bientraitance sous forme un peu de calendrier de l'Avent. Donc ça a commencé comme ça et ça a permis beaucoup de réflexion chez nos collègues. Donc tous les jours, il y avait un petit défi de lancer voilà, qui a amené des réflexions au quotidien, des questionnements et qui a permis un peu de dédramatiser et de se rendre compte qu'en finalement de l'éthique, on en faisait un peu tous les jours dans notre quotidien sans même s'en rendre compte et sans étiqueter nos réflexions. Donc voilà. Et au fur et à mesure, en fait, des actions. Donc là, on est encore pour la 2e année dans le mois de la bientraitance à l'IME. Et puis, il y a une nouvelle action qui se met en place. Là, qui se décline sous forme de groupe de travail en fait pour repérer les situations à risque de maltraitance dans l'institution, mettre des actions en parallèle et quand on aura en fait avec ce retour, donc il y a 3 groupes de travail, on a eu beaucoup d'inscrits. C'était voilà, c'était pas obligatoire, mais finalement on se rend compte qu'en parlant, en réunion institutionnelle, en se faisant connaître, en mettant en place des permanences mensuelles, les gens prenaient conscience que bah oui, c'était important de faire vivre l'éthique, la bientraitance. Donc là, les groupes de travail vont être mis en place et d'ici la fin d'année, on a un autre projet. C'est la création d'un café éthique au sein de l'IME. Dans un premier temps, on envisage avec les salariés et les usagers. Et puis après, pourquoi pas ouvrir aux familles. Mais voilà, histoire de se rôder un peu sur le démarrage, d'abord les salariés et les usagers. Donc voilà un peu. Donc on a une permanence mensuelle. Tous nos collègues sont au courant, en fait, dans une salle qui est bien identifiée. On est accessible, on est repéré au sein de l'établissement. On a des réunions mensuelles également avec le responsable d'établissement
puisque c'est important qu'on puisse faire le lien. Et puis voilà, un peu comment ça vit au sein de l'IME. Voilà. Le CVS aussi est présent, enfin il y a plusieurs... voilà. Et pour le CVS, Monsieur Legendre, qui est président du CVS, va pouvoir vous en dire un peu plus. Merci. Bonjour à tous. Alors moi, je suis résident au foyer de vie d'Abney-la-Fougère et j'ai été élu président du CVS, du Conseil de la vie sociale. Et bon, bah, ça englobe, on est 4 résidents. Pardon, on est 4 résidents, des familles de résidents, la direction, tout ça. On est un peu le porte-parole des résidents. Et sur l'éthique et la bientraitance, on aborde le sujet depuis... on a des réunions tous les 3 mois et depuis 6 mois, on aborde ce sujet-là. Avant, on abordait pas ça. Et on commence à aborder ça. C'est dans notre planning. Voilà. Et il y a des... Bon, comment je pourrais vous expliquer? Il y a des maltraitances que même nous, on ne connaissait pas, des choses qu'on croit anodines, et en fin de compte, c'est presque de la maltraitance. Et nous, on prenait ça anodin, rentrer dans notre chambre sans nous prévenir, tout ça, nous, on prenait. C'est normal, et en fin de compte, on apprend petit à petit que c'est des choses que même un professionnel n'a pas le droit de faire. Voilà. Merci. Je vais vous poser une question également autour de ce qu'on a entendu ce matin. Vous savez, Cécile Lagarde nous a présenté tout ce travail là, fait par la Haute Autorité de Santé. Et comment vous le recevez? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, vous incite à continuer dans votre démarche? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez comme au contraire, peut-être un carcan de règles supplémentaires, un peu peut-être dans la perspective d'un protocole à suivre? Est-ce que vous retenez le côté autorité ou est-ce que vous retenez le côté, dans autorité, il y a autorisé et ça m'autorise à aller encore plus loin dans cet approfondissement de la réflexion, à la fois pour le collectif et à la fois pour, en tant que soignant, en tant qu'intervenant, vis-à-vis de tel patient, tel résident? Comment vous vous situez? Non, en fait, on s'autorise, en fait, plutôt que autorité. Enfin, nous, ça fait vraiment partie, effectivement, du quotidien. Donc, c'est juste un mot en plus, voilà, pour le définir. Mais voilà, la réflexion, elle est là tous les jours. On a des réunions pluridisciplinaires toutes les semaines. Enfin, donc, c'est pas quelque chose... nous, vraiment, avec ma collègue référente, notre premier objectif, c'était de dédramatiser ces mots au niveau de nos collègues. Parce qu'en fait, voilà, c'est quelque chose qui vit au quotidien. Et cette réflexion, on l'avait déjà avant. Donc, elle nous permet juste d'aller encore plus loin. Mais voilà, de poser encore plus les choses. Et d'avoir justement peut-être ce temps en plus qu'on nous donne. Et qu'on nous donne, en tous les cas, chez nous, à l'IME. Peut-être pas partout, mais nous, ça a pris une place importante. Donc voilà, non, c'est pas l'autorité, ça fait pas peur, c'est pas quelque chose qui fait peur, c'est pas un critère qui nous fait peur et qu'on voit comme difficile à mettre en place. Pour Monsieur Legendre, j'ai aussi une question, parce que je trouve vraiment intéressant l'exemple que vous avez pris. Finalement, vous êtes en train de nous dire que l'éthique, ça permet aussi de questionner les routines, des choses qui finalement se faisaient toujours comme ça, et puis on se rend compte que on peut peut-être faire un peu autrement, on peut peut-être faire un pas de côté, et puis être plus respectueux, plus en lien avec les personnes qu'on rencontre. On a informé, parce que je fais partie du CVS, je suis président du CVS, on en parle, il y a les familles, il y a la direction,
Et on en parle. Et puis il y a beaucoup de petites choses comme ça. Maintenant, ils ne font plus. Ils ne rentrent plus dans nos chambres depuis quelque temps, sans notre autorisation ou notre présence. Il y a beaucoup de choses comme ça. Qu'avant, nous, on faisait ça, on laissait faire machinalement, quoi. Et on en parle au CVS, on en parle aux résidents, les parents des résidents leur en parlent, que les professionnels n'ont pas tous les droits, quoi. Donc, quelque part, vous vous sentez plus chez vous? Plus chez nous et plus en sécurité. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Merci beaucoup. Et donc, merci encore. Vos présentations étaient vraiment riches et instructives, je trouve. Alors, Madame Lemaître et puis Madame Morvan, vous avez la parole. Vous avez déjà le micro. C'est bon. Très bien, je vais si vous avez envie d'intervenir. Donc moi, je m'occupe de la qualité des soins à l'hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve. Je vais prendre peut-être la petite zapette. Pardon. Merci. Voilà, donc je suis en fait en charge d'animer la démarche d'amélioration continue de la qualité au sein du groupe. Donc je vais vous présenter comment ça se traduit dans nos organisations. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Madame Lemaître pour illustrer à la clinique où il y a un dispositif qui est assez mature. Il y a une belle antériorité à Saint-Laurent, donc pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Mais d'abord, voilà, nous présenter, peut-être que vous ne connaissez pas l'hospitalité. Donc c'est un groupe qui est jeune, hein, on date de 2010, même si les sœurs, les établissements existaient bien avant nous, parce que ça fait 360 ans. Mais le groupe en tant que tel, donc aujourd'hui on est 16 établissements. Voilà, on a 2760 places, lits places, et puis on est 3300 salariés. Donc principalement en Bretagne, voilà, où on a 13 établissements, un en Pays de Loire. Également en Provence, nous avons 3 établissements historiques. Voilà. On a 2 tiers de médico-social et 1 tiers de sanitaire. Et notre identité, voilà, on l'a traduit comme ça. Donc prendre soin, c'est d'abord créer un lien. On y a travaillé longuement il y a 2-3 ans maintenant. Et voilà, et ça fait beaucoup de sens toujours pour nous tous. Ça nous fédère pour tous les professionnels. Parce que quand on est dispatché sur 16 établissements comme ça, il faut des lieux pour se fédérer, pour parler de la même chose tous ensemble. Donc, comment s'est structurée la réflexion éthique ? Le premier projet stratégique, déjà, il y avait la volonté, en 2011, de créer voilà, quelque chose. Il existait dans les établissements avant la création du groupe, surtout dans les établissements sanitaires, parce qu'on a pas mal d'offres en soins palliatifs dans nos établissements sanitaires. Donc, il y avait déjà des espaces éthiques, des comités, des cellules. On les appelle différemment, d'ailleurs, avec... pas beaucoup de rigueur, j'avoue, sur la nomination de ces espaces. Il n'y a pas longtemps, il y a un représentant d'usagers qui m'a repris sur la notion d'espace. Donc voilà, éventuellement, ça pourrait être un échange qu'on pourrait avoir avec vous. Voilà, donc c'était structuré, mais un peu comme vous l'avez dit, plusieurs d'entre vous, plus ou moins structurés, plus ou moins formalisés. C'est plutôt des réunions de professionnels par service spécialisé qui avaient besoin de partager une situation un peu complexe, souvent des situations de fin de vie, des soins palliatifs, de la communication avec l'usager lui-même ou la famille, ou les deux. Et puis certains professionnels se sont formés en faisant des DU, éthique, soins palliatifs, douleur, enfin voilà, ça tournait autour de ces thèmes-là. Et puis à l'hospitalité, on a de manière historique une volonté de diffusion. Nos 16 établissements, on estime en tout cas que les expériences des uns nourrissent les projets des autres et que c'est en partageant qu'on s'enrichit, en partageant les différences notamment de points de vue. Voilà, donc il y avait déjà eu une tentative de formalisation d'un comité groupe, mais elle n'avait pas abouti pour des raisons surtout de disponibilité et voilà, des obstacles un peu méthodologiques. On dramatisait un peu, je pense, la démarche. C'est un peu sacralisé quand même. Quand on parle de démarche éthique, on n'ose pas toujours y aller. Est-ce qu'on va être capable ? Est-ce qu'on a les compétences ? Est-ce qu'on a les ressources ? Donc finalement, on va continuer comme ça. Et puis, comme je disais, cette culture d'essaimage qu'on a entre nos différents établissements,
En fait, on se réunit tous les ans au mois de novembre pour partager un peu des expériences un peu innovantes qui ont eu lieu dans nos établissements. Alors ça va de l'intervention d'un médiateur animal dans une unité de soins palliatifs, par exemple, en sanitaire, en dépit des risques infectieux, etc. Comment on fait, enfin, voilà, comment ça se passe, à voilà, des projets de séjour immersif pour des résidents dans des secteurs fermés d'EHPAD, par exemple, qui vont vivre une semaine tous ensemble dans un gîte à la campagne et avec des professionnels. C'est ce qu'on a fait là récemment. Voilà, on partage ces expériences. Chacun vient, chaque équipe qui a porté le projet vient présenter à ses collègues ce qu'il a fait, pourquoi il a fait et comment il a pu faire pour essayer de susciter des envies et d'innovation un peu partout, parce que prendre soin, c'est aussi vouloir innover et répondre aux besoins des usagers qui sont toujours en évolution. Et puis là, on a vu émerger progressivement un intérêt croissant dans nos établissements médico-sociaux. Tiens, le sanitaire, voilà, ils font des comités éthiques, des espaces éthiques. Comment est-ce que nous, on pourrait faire donc chacun, il y a des équipes qui se sont emparées des sujets, qui ont essayé de se réunir en petits comités. Et on a essayé quand même de respecter tous ces formats différents, parce qu'ils sont souvent adaptés à la dynamique de l'établissement, les besoins des professionnels et des usagers. Donc on respecte beaucoup ça, l'hospitalité. On n'est pas un siège qui impose une manière uniforme de faire, surtout pas. Il y a beaucoup d'autonomie dans chaque établissement, parce qu'on pense que c'est aussi ça la qualité, quand ça vient du terrain. Et on a quand même dicté des principes communs dans l'animation de cette démarche éthique, qui sont la recherche des souhaits du patient, du résident, évidemment en premier lieu, et la notion de consentement qu'on a souvent besoin de réexpliquer, revenir dessus, l'éclairer d'un point de vue juridique, qu'exigent les référentiels HAS en effet. Enfin, toutes ces écrits, toutes ces sources finalement d'écrits autour de cette notion de consentement, voilà, c'est nécessaire de les réactiver, de les questionner ensemble. La bienfaisance, la non-malfaisance, et puis le respect de l'équité par rapport au collectif, parce qu'en effet, dans nos établissements médico-sociaux, la vie collective, elle est aussi très importante. Et puis en 2021, voilà notre nouveau projet stratégique avec notamment, vous voyez, l'usager acteur. Pour nous, c'est extrêmement important. La transformation managériale, parce que comme vous tous, on est en difficulté de recrutement et de fidélisation de nos professionnels. Donc la question du sens, voilà, c'est important de penser aussi nos modes de management. Donc on est en pleine réflexion, loin d'être abouti, mais on est vraiment en projet autour de tout ça. Et tout ça, ça fait sens en éthique, évidemment. On a fait d'ailleurs une journée éthique et management avec la Fondation Bon Sauveur, je crois, en 2022. Voilà. Et puis l'innovation pour transformer l'offre, parce qu'aujourd'hui, on sait que le modèle d'EHPAD tel qu'il existe, voilà, il ne correspond plus du tout aux envies, aux besoins des usagers. Donc voilà, on n'est pas au consentement. Quand les gens entrent dans nos institutions, malheureusement, c'est souvent parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et puis la crise sanitaire, voilà, vous en avez beaucoup parlé, des injonctions que nous, on a perçues, en tout cas comme paradoxales, voilà, nous ont poussés. Notamment quand il s'agissait d'enfermer les résidents qui nous disaient « mais moi, à quoi ça sert que je vive si je ne vois plus mes proches ?» Voilà, donc des discours comme ça qu'on ne pouvait pas ne pas entendre, et que nos professionnels au contact des résidents entendaient tous les jours et devaient continuer à faire leur travail en entendant ces reproches, finalement. En tout cas, ils le vivaient comme des paroles culpabilisantes, même si bien sûr les résidents n'avaient pas du tout cette intention, mais il fallait qu'on entende ces paroles-là. Donc on a un peu improvisé des comités groupes en visio qui étaient animés à la fois par la présidente du comité médical et des soins de l'hospitalité, et puis le directeur général qui s'est vraiment emparé de ces questions, qui a écouté que nous avions besoin dans les établissements de partager, de ne pas appliquer les messages d'alerte sanitaire, là, comme on recevait 82 messages d'alerte en 3 mois. Enfin,
avec une application immédiate, etc. Mais oui, d'accord, ok, il faut le faire. Il y a la sécurité sanitaire, il y a le risque infectieux, il y a la contagiosité, on est responsable, on va devenir coupable. Oui, d'accord, mais quel impact sur l'usager? Donc ça nous a précipité. Et donc on s'est réunis de manière très régulière. C'était vraiment empirique, mais on avait des questions très opérationnelles. Et donc autour de la visio, il y avait des médecins, des cadres, des infirmières coordinatrices, des soignants, des aides-soignants, voilà, des AMP qui venaient nous dire non, voilà comment ça se passe. Donc non, nous, on ne peut pas faire ça. Enfin, voilà. Donc on a été jusqu'à désobéir. On a rouvert nos établissements beaucoup plus tôt, dans certains endroits en tout cas, en priorisant certains résidents parce qu'il y avait des syndromes de glissement, parce que voilà. Et voilà. Et ça nous a fait nous dire que on avait vraiment besoin de se structurer plus. Je pense que ce sera la peut-être dernière oui, diapo, propos conclusif, parce que le temps tourne. Et puis on a organisé, voilà, je l'ai dit déjà, donc je passe rapidement. Voilà, les projets d'établissement ont été réécrits en 2022, donc tout ça a été traduit effectivement, et du coup il y a des causeries éthiques avec les usagers dans certains établissements, des cafés éthiques, des comités avec des veilles documentaires, des formalisations de procédures. Enfin, comme je le disais, ça prend vraiment différents formats en fonction des établissements. Et puis voilà, c'est la dernière. On a élu une présidente du comité groupe du coup récemment, ça fait moins d'un an, donc qui est une philosophe, donc qui nous aide à animer, parce que à la fois les causeries éthiques, les cafés éthiques, les petits comités dans chaque établissement sont importants, avec les formats qui sont les leurs, mais aussi d'avoir 1 à 2 journées par an, on essaye de tendre vers 2 journées par an, qui fédèrent à la fois les membres de ces comités éthiques d'établissement et aussi d'autres professionnels qui ne participent pas forcément à ces cafés éthiques ou à ces causeries éthiques, viennent se rassembler autour d'un sujet. Donc, je vous ai mis les sujets qu'on a traités, et le prochain, donc en juin, sera sur le consentement, parce qu'il nous paraît difficile d'affirmer qu'il est toujours libre et éclairé dans nos établissements. Très bien. Merci beaucoup. Bravo pour cette belle synthèse. Vous bénéficierez en juin 2024 de l'avis du comité éthique de la Fédération hospitalière de France qui traitera du consentement, auquel j'ai beaucoup contribué. Je vais vous poser une question qui va vous surprendre, mais je trouve que votre présentation, finalement, articule des choses très antiques et des choses très modernes. Vous parlez de numérique, ça c'est pour le côté moderne. Le côté très antique, j'ai eu l'impression que vous décliniez sans décliner tout en le déclinant, peut-être pas consciemment. La phrase du bon Hippocrate, qui dans Épidémie disait « être utile et d'abord ne pas nuire ». Vous avez expressément évoqué le principe de non-malfaisance, vous avez montré à quel point, pour vous, la réflexion éthique vous aidait à être encore plus utile vis-à-vis de vos résidents. Et donc, je vais vous poser une question à laquelle peut-être vous n'aviez pas pensé en faisant cette présentation, mais dans HSTV, il y a hospitalité. Quelle place pour l'hospitalité en termes d'éthique, justement? Comment l'hospitalité a réveillé, peut-être a-t-elle réveillé votre besoin d'éthique, ou finalement c'est un peu présent dans tout ce que vous faites, mais sans plus trop vous en rendre compte? Parce que vous savez que l'hospitalité, ici à Rennes notamment, vous avez quelqu'un qui est évêque, Monseigneur Dornelas, qui nous dit que l'hospitalité, c'est un des enjeux éthiques les plus importants du monde contemporain. Donc, qu'en pensez-vous, vous qui travaillez dans une fondation dans laquelle le signifiant hospitalité est si présent? Alors, c'est vrai que nos professionnels, au recrutement, en tout cas quand on entre à l'hospitalité, voilà, on a une charte du management notamment, qui est donnée à tous nos managers, quelle que soit la proximité, mais jusqu'en haut, avec des valeurs, voilà, des valeurs humanistes qui paraissent assez basiques quand on les relit, mais qui sont très importantes pour nous. Et l'hospitalité, on espère en tout cas qu'elle est incarnée dans toutes nos pratiques. Et de la même façon, je ne l'ai pas dit clairement, sans doute de manière explicite, mais pour nous, le questionnement éthique, en fait, il doit diffuser tout le temps, quelle que soit sa place. La personne qui fait l'entretien des locaux, elle a des observations, elle échange avec les résidents, elle analyse ce qui se passe parce qu'elle connaît les résidents. Eh bien, sa parole, elle a beaucoup d'importance
quand l'équipe de professionnels se réunit, au même titre que le médecin coordonnateur qui va se demander mais comment ça se fait, la personne elle a perdu du poids, enfin voilà. Et la parole de chacun, l'aide-soignant, l'infirmier, le psychologue, l'assistante sociale s'il est là, enfin voilà. Pour nous en fait, soigner, ça nécessite de se questionner d'un point de vue éthique, enfin d'un point de vue en général. On se questionne quand on soigne, sinon on ne soigne plus parce qu'on arrête de douter. Et on pense pour l'autre, on décide pour l'autre, et voilà. Et donc l'éthique, on l'amène un peu de cette façon-là. Donc oui, l'hospitalité, c'est l'accueil de tous, avec ses différences, ses vulnérabilités. Et donc comment on analyse les besoins des plus vulnérables dans nos pratiques, comment on questionne ça. La dimension pluriprofessionnelle notamment, quand on se réunit, voilà, si on se réunit entre pairs et juste dans la même fonction, ça ne va pas suffire. Merci beaucoup. Écoutez, je crois que je vais devoir conclure. Alors, merci de nous avoir dit d'une certaine manière que l'hospitalité, c'était donner de la place à l'autre. Alors, je pense que votre collègue va pouvoir compléter si elle le souhaite. Oui, tout a été dit. Alors, je suis un peu atypique dans l'Assemblée, puisque donc, je travaille à la Polyclinique Saint-Laurent, donc c'est un établissement purement sanitaire. Alors, c'est vrai que vous aviez dit, mais bon, on le fait avec beaucoup d'humilité. Les comités éthiques, etc. Enfin, toute la structuration dans le sanitaire, c'est depuis 10 ans. Je dirais à Saint-Laurent, c'est même près de 15 ans. Il y a une structuration, mais pour autant, enfin, vous parlez d'hospitalité, je vais reprendre la crise Covid. C'est vrai que ça a révélé des choses. Moi, je suis là depuis 5 ans seulement à la Polyclinique Saint-Laurent, mais on a par exemple fait une journée. Alors, on a des ateliers éthiques, on a des comités éthiques, on a une journée éthique. Lundi, donc c'est tous les mois de mars. La journée éthique de lundi, c'était sous forme d'une caricature. Le médecin, enfin le patient qui dit au médecin, docteur, je veux mourir, et les infirmiers qui disent, et moi, je fais quoi maintenant? Donc c'était par rapport à tous les débats qu'on a à l'heure actuelle, des questionnements de nos professionnels, quels que soient les professionnels, avec après l'intervention de juristes, de philosophes, qui permet ce pas de côté aux professionnels. Et autre illustration, moi, qui m'a marquée, parce que c'est vrai que je suis directrice de la polyclinique, mais vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que ça doit transpirer dans tous les métiers. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'était après la crise Covid, on a, sous l'égide du président de notre comité éthique, fait une journée après la crise Covid, et c'était donc la crise sanitaire quand le doute domine. Et on s'est tous exprimés. Moi-même, j'ai dû m'exprimer face à tous les professionnels, comment j'avais dû, avec l'équipe, gérer la crise Covid. Et ce qu'on avait renvoyé aux soignants, donc toutes ces injonctions, et on faisait des notes de service, on mettait des sens interdits, on mettait et puis comment les soignants et les usagers, les familles, les patients avaient vécu les choses. Donc ça m'a renvoyé des choses sur ma manière de manager. Les professionnels ont compris aussi nous qu'on était, comment on a managé. Ça nous a permis de partager. Et là aussi, je pense que c'est aussi l'éthique du management, le partage des métiers, le partage de nos contraintes. Et ça contribue pour moi aussi à l'attractivité, c'est-à-dire se comprendre les uns les autres, chacun dans nos missions, dans nos fonctions. Et ça est aussi révélateur à Saint-Laurent. Voilà, je voulais vous donner ce petit exemple d'un établissement sanitaire, comment on gère l'éthique, mais pour moi, ça doit être à tous les niveaux et quels que soient les sujets. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous pour vos témoignages. Donc voilà, ça c'est sur des exemples extrêmement concrets. Moi j'ai été interpellée par les différents témoignages sur le fait, et notamment vous aviez commencé, madame, tout à l'heure, par dire que vous vous posiez des questions par le biais des risques. Et c'est souvent par ce chemin-là qu'on se pose des questions éthiques en tant que manager. Vous évoquez la situation de cette jeune femme qui était chez elle et qui recevait des personnes. Et vous avez posé la question par le risque, en disant quid de ma responsabilité? Vous savez que cette question de la responsabilité, elle a été très prégnante pendant la crise Covid, d'où aussi, je me rappelle très bien la remarque de votre DG à HSTV qui disait moi je suis fière avec HSTV, on n'est plus dans certaines situations de façon très mesurée et réfléchie désobéir. C'est un très beau thème, la désobéissance. Vous voyez qu'on est complètement à la confrontation entre l'éthique et le droit. Deuxième remarque, Monsieur Legendre, vous incarnez en tant que président du Conseil de vie sociale et personne accueillie, le fait que les textes, ils resserrent les liens entre les différentes instances. Et donc, il faut que ça devienne un réflexe de se dire, tiens, est-ce qu'il y a des liens déjà? Est-ce qu'ils existent déjà? Et puis, comment on peut les resserrer? Ne serait-ce que de faire participer de façon régulière un membre ou plusieurs
du conseil de vie sociale au comité d'éthique et réciproquement de partager les remarques. Et puis, dernier petit commentaire avant de vous laisser la parole, c'est que finalement, dans ce que vous décrivez, à la fois Anne Boivant, par exemple, ou vous, HSTV, c'est l'enjeu de la stratégie. C'est-à-dire que vous pouvez travailler au sein de chacun des établissements, mais quand vous faites partie d'un groupe, d'une association, d'une fondation, enfin, quelles que soient les structurations, c'est comment ça s'inscrit dans le projet associatif, ou de quelle que soit la structuration. Parce que ce que vous n'avez pas précisé pour Anne avant, c'est qu'il y avait eu aussi, là vous témoignez, et c'est très, très intéressant, hein, de votre expérience au sein de l'IME, mais vous êtes toute une série d'établissements, il y a une journée institutionnelle organisée par l'association, où on était tous les deux avec Cyril, et il y a eu aussi la formation des référents. Donc c'est une déclinaison que l'on retrouve dans ce que vous décrivez, Madame HSTV. Donc encore merci. Alors pour lancer les débats, on voulait donner la parole brièvement à deux expériences. Alors je crois que voilà, je les vois. Donc c'est la DACTIV ou le DACTIV plutôt 35. Donc quelques mots pour. Je sais qu'on vous retrouvera tout à l'heure. Oui, non, simplement pour tout à l'heure, mon collègue Siegfried citait son expérience sur le Pays de Vitré, donc à l'initiative des professionnels du territoire du Pays de Vitré, d'Active et auparavant Maya du Pays de Vitré a soutenu en fait l'initiative des professionnels et donc maintenant il y a un espace de réflexion éthique en lien avec les REB et tout ça pour dire que sur chaque antenne d'Active, donc dispositif d'appui à la coordination en territoire d'Ille-et-Vilaine, il y a cette possibilité aux établissements qui souhaitent faire ce que disait Cécile Lagarde, du décloisonnement, de pouvoir s'associer comme vous avez fait aussi au niveau je ne me rappelle plus votre nom, madame, pour pouvoir s'associer entre établissements avec aussi des structures du domicile pour créer des espaces de réflexion éthique. Donc il y a toute cette réflexion en ce moment chez nous. Donc voilà, c'était cette information que je voulais donner. Merci beaucoup. Alors peut-être pour compléter la question qu'on posait tout à l'heure sur la place du handicap dans cette réflexion éthique au niveau régional, je propose à Hubert Stéphan Hubert Stéphan, il est là. C'est le président du conseil d'orientation, puisque dans un espace régional, il y a un directeur et il y a un président du conseil d'orientation avec plusieurs professionnels, représentants d'usagers pour réfléchir sur les lignes directrices. Est-ce que tu veux témoigner de ton point de vue, Hubert, l'espace de réflexion éthique apporte aux établissements et notamment dans le champ du handicap? Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, je vais redire ce que j'ai entendu un peu ce matin déjà, de manière très synthétique. L'éthique, j'ai toujours entendu dire que c'était un gros mot, donc comme j'y connaissais rien, un jour je me suis dit je vais m'intéresser à l'éthique, je vais voir ce que c'est, puis je vais découvrir. Et depuis, je me suis aperçu que l'éthique c'était indispensable à la vie de tous les jours, ce qui n'était pas mon premier abord. Vous le vivez, donc ça a déjà été dit, on le vit au quotidien, l'éthique, chez soi comme dans la vie professionnelle. Et finalement, tout ce que j'ai appris depuis une dizaine d'années sur l'éthique se résume assez bien et on va le décliner dans une journée pour les directeurs le 27 septembre prochain. C'est que l'éthique, ça aide à vivre, et ça aide même beaucoup, puisque ça nous permet de ne pas être seul devant un problème et de pouvoir en échanger avec des éclairages tout à fait divers et si possible des opinions opposées de façon à creuser l'argumentation qu'il y a derrière. Et je pense que, donc, pour résumer très brièvement ce que je dis, l'éthique, il faut la connaître, il faut connaître la démarche éthique. On n'est pas obligé d'être des éthiciens, comme on dit au Canada, mais connaître la démarche éthique, ça aide dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que dans les relations familiales et dans les événements qu'on peut vivre avec les relations qu'on a, les voisins, les amis, la famille et autres. Ça permet surtout une ouverture d'esprit. Et le handicap,
Alors, sur le handicap, à l'origine, j'étais représentant de famille dans le domaine du handicap, du polyhandicap plus particulièrement. Et donc, j'ai aussi tenté cette aventure de vivre dans l'incertitude. Parce qu'aussi bien sur le niveau sanitaire que sur le handicap, on vit dans l'incertitude. Depuis notre naissance jusqu'à notre décès, on est dans l'incertitude. Et donc, ça génère des questions pour lesquelles on n'a pas forcément les réponses. Personnellement, j'ai vécu l'errance diagnostique pendant 32 ans, donc avec beaucoup de questionnements et qui existent encore aujourd'hui. Et je pense qu'il y a eu un progrès aussi dans la réglementation, alors sachant qu'en éthique, le droit n'est pas premier, mais c'est l'éthique qui est première, dans la mesure où la Convention des Nations Unies sur le handicap, par exemple dans son article 12 plus précisément, dit que chacun peut décider pour lui-même. Et ça pose des difficultés, ou ça peut poser des difficultés aux professionnels, parce qu'ils ont un point de repère qui n'est pas forcément fiable. Et ça rejoint tout à fait l'avis 136 du consentement du CCNE, que je résume en une seule phrase et que je vais décliner sur la qualité. Le consentement est évolutif et réinterrogeable à tout moment. C'est valable pour tout. Hein. Et avec Pascal Jarnot, qui est le responsable formation du CAPS, on a dit qu'on pouvait remplacer le mot consentement par la qualité. La démarche qualité est évolutive et réinterrogeable à tout moment. Ce qui est un peu contradictoire à ce que les gens attendent des protocoles qualité. Mais on est d'accord là-dessus, il faut toujours se poser des questions. Donc on est en permanence dans l'éthique. Merci Hubert et merci de ton implication. C'est vrai que je pense que c'est excellent. Que confirmer avec effectivement cette vigilance particulière liée à ton vécu dans le champ du handicap. Et donc j'en profite pour dire que vous avez ramené des plaquettes qui sont disponibles ici sur les cellules de soutien éthique et sur l'éthique en santé, pourquoi, avec voilà, les grandes questions qui peuvent se poser, notamment sur la proximité. Est-ce que vous avez envie de réagir, de poser des questions, de témoigner aussi par rapport à ce très bel échantillon vous voyez qu'on est loin de partir de rien. D'où ce qu'on disait tout à l'heure avec Cécile Lagarde sur les recommandations de 2010. Il y a du chemin qui a été parcouru depuis. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, c'est pas, vous m'excuserez, c'est pas forcément une question, mais c'est une remarque. Moi, j'ai aussi beaucoup apprécié dans vos présentations le fait de dire que le questionnement éthique, ça aide en situation critique, ça aide en cas de crise. On a tous été percutés par cette crise du Covid qui a beaucoup bouleversé nos pratiques, nos manières de penser. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans vos présentations, c'est que le questionnement éthique, il permet aussi de réinterroger nos habitudes et nos pratiques et de se dire pourquoi on fait ça ? Est-ce qu'on fait ça parce que c'est l'habitude ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'on fait ça parce que ça nous rassure en tant que professionnel de le faire comme ça ? Ou est-ce qu'on fait ça parce que c'est pour le bien des personnes, entre guillemets ? Et je trouve que le volet qui permet de réinterroger régulièrement ces pratiques et de se demander pourquoi on fait ça, je trouve ça aussi très intéressant. Donc merci beaucoup. Alors ça nous permet aussi d'aller mieux, en fait. Mais c'est vrai que juste pour témoigner en fait un peu plus, donc dans notre méthodologie, quand il y a une fiche de saisine, donc comme je disais tout à l'heure, donc elle est envoyée en fait au comité restreint. Comité restreint, donc la mouline en termes de droit, est-ce que le droit répond à la question ou pas, enfin plein de questions. Et on a une animatrice aussi qui est philosophe en fait. Et après, donc une fois qu'elle a bien été réfléchie en fait auprès du comité restreint, le comité restreint l'envoie en fait à tous les membres de la plénière. Et c'est vrai que l'effet qui se coule, c'est quand vous recevez la question, ça vous paraît limite de vous dire en quoi c'est éthique, ça, moi j'ai la réponse en fait, c'est facile. Et puis en fait, après vous arrivez en réunion plénière avec un peu vous pensez être sûr de vous,
Et en fait, on démarre toujours par la plénière, par la réflexion justement de notre animatrice philosophe là. Et là, en fait, en 10 minutes, vous avez le cerveau qui est complètement retourné parce que vos certitudes, elles sont complètement tombées. Et on part sur autre chose et une autre vision, en fait, du monde de par les questionnements. Et après, tout au long de la plénière, en fait, des professionnels, des familles et des membres du conseil d'administration. Donc, c'est chouette à vivre, en fait. Et c'est vrai que moi, je l'encourage pour les petites associations. Même si on n'a pas forcément le temps, après, on fait des choix de temps, en fait, parce que ça nécessite vraiment du temps aussi, mais après, en fait, nous, direction, en fait, je sais bien qu'avec Vincent Mousset, ça nous permet, en fait, c'est 4 fois par an, mais au moins quand on y est, on est posé, on ne pense pas à autre chose et on réfléchit, en fait, avec les salariés, avec les membres du comité éthique, et en fait, on en ressort complètement différent au bout de 3 heures, quoi. Donc les journées sont moins longues dans ces moments-là. Et après, oui. Il faut toujours se méfier des questions des philosophes. Hein. Je me rappelle, le philosophe à l'espace de réflexion éthique à G Mémoire, il dit « Je vais peut-être poser une question naïve. » Voilà, à chaque fois, il commence comme ça. Moi, je me méfie toujours de ces questions naïves. Ce sont toujours des très belles questions de fond. Et, alors d'ailleurs, les ressources de philosophes et de juristes, elles sont indispensables. Alors, c'est pas toujours facile d'avoir des personnes qui sont mobilisables, mais c'est vrai que par la visio, il peut y avoir des modalités différentes. Et puis peut-être que c'est pas à chaque fois, mais sur des temps forts, ça peut être précieux. Oui. Alors. Il y a des questions. Alors on a 10 minutes grand maximum. D'accord. C'est un témoignage que vous rapportez. On a travaillé avec des lycées bretons, Lorient, Brest et Rennes, sur la fin de vie. Quand ils nous ont fait leur restitution, ils ont tous commencé par dire on avait des idées arrêtées, et quand maintenant on se questionne surtout, on n'a plus d'idées arrêtées. Ça sert à ça l'éthique, voilà, c'est de ne plus avoir des idées arrêtées. On peut avoir des convictions par contre, mais on peut les assouplir, les moduler. Oui. Pas de micro. Est-ce qu'il y a un micro qui est accessible de plus près? Sinon je cours jusqu'à vous. Non, mais je peux courir quand même. Hein. Bonjour. Bonjour. Merci pour tous vos témoignages. J'ai une question. Je suis responsable de service pour les accueils de jour du temps du regard pour des adultes en situation de handicap. J'ai une question pour le président du CVS. Par rapport à son témoignage, je voulais revenir vraiment sur le moment où vous avez dit qu'après toutes ces réflexions, ces débats, vous vous étiez senti plus en sécurité. Et je reviens sur le terme en sécurité. Ma question était avant les débats et avant les réflexions, lorsque vous n'aviez pas eu le temps de réflexion ou les informations sur ce que pouvaient ou non faire les personnes qui rentraient dans vos studios ou dans vos logements, est-ce qu'avant tout ça, vous vous sentiez en insécurité? Pas en insécurité, mais pas si libre. Pas libre? Pas libre. Quelque chose de votre intimité ou de votre liberté? En fait, je reviens sur le terme insécurité et peut-être une réflexion au long cours sur ce que peut générer l'information auprès des personnes qu'on accueille, avec lesquelles on travaille. Voilà, c'est pour ça que je me demandais si l'insécurité existait déjà, si c'était déjà un vécu qui circulait, ou si c'est finalement dans l'après-coup que les choses ont été identifiées. Comme je vous ai dit, plusieurs personnes résidents se sont aperçues quand on nous en a parlé, parce que pour nous, c'était pas une faute du professionnel, c'était une chose naturelle pour nous. Mais quand on nous a dit, après les réunions d'éthique et ces choses-là, que ça pourrait venir de la maltraitance, on en a parlé entre nous. Et maintenant, on en parle au conseil de vie sociale. Tous les 3 mois, on a des rendez-vous. C'est pas le sujet principal, mais le sujet est toujours abordé à tous les conseils. Merci.
Du coup, c'était une réflexion de ma part pour vous remercier déjà de votre témoignage et de l'importance, parce que là, on a beaucoup parlé des réflexions qu'on avait entre nous, professionnels, ou voilà, du médico-social ou du soin, mais assez peu de ce qui pouvait être dit et de la façon dont nos réflexions pouvaient arriver jusqu'aux personnes avec qui on travaillait, ou sur la façon dont les choses étaient formulées, sur les termes qu'on utilisait, voilà, la notion du FALC dans l'éthique, et de la façon dont on pouvait recevoir leurs mots à eux. Voilà. Mais est-ce que les professionnels étaient vraiment au courant en plus que c'était... Ils n'étaient peut-être pas plus au courant que nous. Parce qu'on n'avait pas de mauvais rapport avec les professionnels. Ils venaient, je pense que c'était par habitude. Tout simplement. Je me permets de compléter. Donc au titre du CRIAI, nous avons réalisé à la demande de l'Agence régionale de la santé il y a 2 ans une enquête sur le fonctionnement des CVS dans les structures médico-sociales handicap, enfants, adultes et EHPAD. N'hésitez pas à vous présenter pour qu'on... Oui, donc Rachel Leduf au CRIAI Bretagne. Donc, merci. Nous avons donc réalisé cette étude il y a 2 ans, suivi de préconisations et notamment la mise en œuvre de journées participatives à l'échelle des territoires de santé pour plus de proximité. Et les enseignements de ces journées participatives où sont conviés des personnes en situation de handicap, enfants, adultes, mais également des résidents d'EHPAD, il s'agit justement de partager la question des droits. Et ce que votre témoignage renvoie aussi, ça fait beaucoup écho à ce qui se vit dans ces journées où, sous forme de table très participative, des personnes accompagnées sont mélangées avec des professionnels et la méconnaissance des droits est vraiment révélée lors de ces échanges. Donc méconnaissance tant des personnes elles-mêmes, qui permet d'avoir une lecture finalement sur des situations vécues qui relèvent du champ de la maltraitance, mais sans information, parfois on les lit pas sous cet angle-là, et méconnaissance également de professionnels. Donc il y a vraiment tout un enjeu à renforcer cette question de droit. Il a été évoqué là, la Convention des droits des personnes handicapées, la Convention internationale, et c'est vraiment cet enjeu là aussi de la faire vivre et que les outils loi 2002 certes peuvent être écrits ou ont été écrits à un moment, pas forcément revisités, pas forcément écrire et coécrits avec les personnes accompagnées. Je pense notamment aux règles de vie et ce qui fait collectif, en particulier dès lors qu'il y a hébergement. Et la question de son chez-soi vient réinterroger là aussi la question des droits et comment j'investis ce chez-soi et la relation d'aide aidant-aidé. Donc je trouve là aussi, par rapport à la question d'éthique, l'enjeu de l'information et la connaissance des droits et cet enjeu des professionnels à favoriser la connaissance et l'exercice des droits et libertés. Merci pour votre témoignage. Alors, vous prêchez à une convaincue, parce que moi, ce que je constate, c'est que souvent, les droits sont pris à l'envers, c'est-à-dire qu'ils sont d'abord abordés par l'exception avant d'aborder par le principe. C'est ce que j'avais en tête quand vous évoquiez la question des relations affectives et sexuelles. La première chose, c'est de rappeler, pour avoir travaillé au CCNE dans le cadre du groupe de travail sur justement cette question, et d'avoir écouté des personnes en situation de handicap, des professionnels, c'est quoi d'abord le principe? Voilà, le principe, c'est la liberté. Voilà, tel que les droits sont listés dans la charte. Et ensuite, il y a effectivement la détermination des risques. Donc c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, je pointais sur... c'est pas du tout un reproche, c'est simplement le constat que la question est d'abord abordée par l'exception et par le risque et la responsabilité, ce que je peux entendre quand on est professionnel. Une dernière question, et puis ensuite, je pense qu'on vous expliquera comment on va travailler cet après-midi. Excusez-moi, mais en fait, on est aussi influencé par le fait de... on connaît en fait la vulnérabilité en fait des femmes en situation de handicap et notamment les femmes cérébrolésées en fait à domicile qui sont très vulnérables par rapport à ces questions-là. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ma remarque, c'était dans la formalisation de la réflexion d'éthique et de droit, de commencer par rappeler ces grands principes.
Une question peut-être en haut? Qu'on ne vous oublie pas? Non? Pas de remarques? Alors, rapidement, et puis ensuite, on va vous expliquer comment on va travailler. Je fais rapide, mais je trouve que la thématique de l'incertitude, elle est centrale. Et je trouve que plusieurs remarques qui ont été faites, aussi bien pour les directions, mais pour nos professionnels, de partager le point où on ne sait plus, de faire part de nos doutes, que nos réunions puissent être centrées à partir de cette question de « on ne sait pas répondre à la question ». Et je trouve que rien que cette disposition-là, elle permet d'engager la question de façon éthique, c'est-à-dire en remettant au centre le fait qu'il n'y a pas de garantie. Personne ne va pouvoir avoir le dernier mot sur la façon dont il faudrait procéder. Et je reprends le terme de désobéir, parce qu'on peut l'inverser. C'est quand on désobéit, à quoi on obéit après tout, à l'inverse? On se fixe sur des valeurs humaines. Et je crois que ça, c'est très important de rappeler, parce qu'on met beaucoup en avant l'autodétermination, l'empowerment des personnes que nous accompagnons. Je crois que c'est très important aussi de restituer aux professionnels de nos organisations un savoir-faire et une disposition éthique dans le travail, et de ne pas penser que effectivement l'État, la HAS, va venir répondre à toutes les questions qu'on se pose, mais qu'il faut qu'on puisse s'autoriser nous-mêmes à produire des réponses sans faire responsable, et parfois ce n'est pas les bonnes options qu'on prend, mais donc il faut en tirer les conséquences par la suite. Voilà. Très bien, écoutez, oui, c'est frappé au coin du bon sens. Alors ça me permet de vous dire que le prochain livre qui sera publié en fin d'année par l'Espace de réflexion éthique de Bretagne aux éditions LEH portera sur l'incertitude, accueillir l'incertitude en santé, quelle orientation éthique. Donc ça sera l'occasion peut-être d'approfondir encore un peu plus nos réflexions. Je vais vous laisser sur une phrase qui va vous faire méditer pour l'après-midi à venir, parce qu'on a beaucoup parlé d'éthique. Nos parents, nos grands-parents parlaient de morale. Est-ce qu'ils étaient à côté de la plaque pour autant? En fait, morale, c'est le mot romain, éthique, c'est le mot grec. Mais au départ, c'était la même chose. Alors, à ce propos, et là, je vais utiliser le mot morale, puisque c'est celui qu'utilise Jean Kelevitch, il disait « La morale n'apparaît que lorsque l'on préfère l'autre à soi ». Je vous laisse sur cette idée. Ça pose question, ça renvoie aussi à une certaine incertitude dans nos relations intersubjectives, à la façon dont on prend en compte des risques éthiques, des tensions éthiques, des dilemmes éthiques, voire même des impasses éthiques qui nous obligent à transgresser. En psychiatrie, parfois en psychopathologie, on parle de transgression symboligène, voilà, parce que ça produit du sens, ça crée du sens. Et l'éthique, c'est aussi ça, c'est la quête de sens, c'est ce qu'avait dit Karine Lefebvre en début de journée. C'est un exercice de sémiose collective, comment on va pouvoir créer ensemble du sens qui va nous permettre, eh bien, justement, de relancer nos façons de faire, nos attitudes, nos façons de prendre en charge la vulnérabilité. Voilà, je vous laisse un petit peu sur cette conclusion qui invite à penser aussi pour ce qu'on va travailler ensemble cet après-midi.